Et si je vous disais que ce que vous êtes sur le point de voir n'est pas seulement une analyse géopolitique, mais une démonstration concrète de la puissance de l'intelligence artificielle appliquée à la compréhension du monde réel? Aujourd'hui sur Expertise AI, on ne parle pas d'IA en théorie. On l'utilise pour décortiquer l'actualité, comprendre des événements complexes et dépasser les récits simplistes. Cette vidéo montre comment l'IA devient un outil stratégique d'analyse, de veille et de compréhension du monde réel. Laissez votre commentaire juste en dessous si vous avez un besoin de formation individuelle, une formation en groupe ou en institution, ou simplement une question ou un domaine que vous souhaitez approfondir. Un membre de notre équipe vous contactera rapidement pour organiser cela avec vous, dans les meilleurs délais. Invitation au groupe WhatsApp gratuit. Nous mettons également à votre disposition un groupe WhatsApp de formation gratuite, où nous partageons régulièrement des ressources, des guides, des exercices et des annonces de sessions live. Le lien pour rejoindre le groupe WhatsApp est disponible dans la description de cette vidéo. Rejoignez-nous maintenant pour faire partie de la communauté. Installez-vous, respirez, et ensemble analysons comment l'IA devient un outil stratégique d'analyse, de veille et de compréhension du monde réel. Scène complètement surréaliste au Venezuela. En pleine nuit, des forces spéciales américaines qui débarquent à Caracas et qui capturent le président Nicolás Maduro et son épouse dans leur lit. C'est une opération commando digne d'un film d'action qui a pris tout le monde de court. Pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, on a décortiqué pour notre auditoire une discussion télévisée qui a eu lieu à chaud. Elle rassemblait des journalistes, des juristes et des spécialistes des États-Unis. Un vrai concentré d'analyse pour y voir plus clair. Notre mission aujourd'hui, c'est de reconstituer le fil des événements, de se demander si une telle action est seulement légale et surtout d'essayer de comprendre les véritables enjeux qui se cachent derrière. C'est parti, on plonge. Alors pour commencer, revenons sur le déroulé de cette nuit. C'était assez fou, non? On parle de frappe, d'une capitale plongée dans le noir. Qu'est-ce qu'on sait exactement? On sait que ça a été d'une brutalité et d'une rapidité extrême. Les Américains, eux, ils parlent de frappes chirurgicales sur des installations militaires. Et les Vénézuéliens? Évidemment, la version est différente. Les autorités sur place parlent de zones résidentielles touchées, de victimes civiles. En tout cas, le résultat, c'est un blackout total sur Caracas. Et c'est au milieu de ce chaos que les forces spéciales, les fameux Delta Force, ont mené leur raid. Et on a cette réaction de Donald Trump. Il ne cache pas du tout sa satisfaction. Ah non, pas du tout. Il a cette phrase assez glaçante. Je regardais ça littéralement comme si c'était un show télé. C'est direct. C'est du pur Trump. Il insiste sur la vitesse et la violence. Il se met en scène, quoi. Mais ce qui est fascinant, et ce que les experts soulignaient, c'est que ce show n'était pas du tout une improvisation. Ah non, c'était planifié depuis des mois. L'idée était sur la table depuis l'été, elle devait même avoir lieu autour de Noël. Autour de Noël. Ah oui, déjà. Oui, puis ça a été repoussé. Apparemment à cause de la météo, entre autres. Mais attendez, si c'était planifié depuis si longtemps, comment ça se fait que Maduro n'ait rien vu venir? Il devait bien se douter de quelque chose. C'est toute la question. En fait, les Américains lui avaient même proposé des portes de sortie, des offres d'exil doré pour lui et son clan. Et il a refusé. Il a tout refusé. Apparemment, il était convaincu que Trump bluffait, qu'il n'oserait jamais passer à l'acte. Il a complètement sous-estimé sa détermination. Et puis, il y a l'autre élément, sans doute le plus important. L'aide interne, ouais. Je bloque là-dessus. Comment ils ont pu le localiser avec une telle précision? C'est ça. On le décrivait comme paranoïaque, changeant de résidence tout le temps, protégé par une garde cubaine, parce qu'il ne faisait plus confiance à sa propre armée. Le trouver dans son lit, ça semble impossible, sans une trahison au plus haut niveau. C'est l'avis de tous les analystes. La prime de 50 millions de dollars offerte pour sa capture a forcément aidé. 50 millions? Oui. Dans un régime où la loyauté est, disons, fragile, et où tout le monde cherche une porte de sortie, une telle somme, ça a dû faire tomber les dernières barrières. Quelqu'un de très proche a vendu l'info. C'est une quasi-certitude. D'accord. L'opération est un succès tactique, indéniable. Mais maintenant, la question qui fâche, la légalité. Est-ce qu'un pays, même les États-Unis, a le droit de faire ça? D'entrer sur le territoire d'un autre État pour kidnapper son dirigeant? Alors là, si on écoute les juristes, la réponse est un non massif. Vraiment, sans aucune ambiguïté. C'est une violation claire. C'est une violation flagrante de la souveraineté d'un État, un mépris total de la Charte des Nations Unies, c'est la loi de la jungle, quoi. Un des intervenants a utilisé une expression forte, c'est le mauvais exemple par excellence. C'est-à-dire? Si les États-Unis peuvent le faire, pourquoi est-ce que la Russie, la Chine ou n'importe qui d'autre ne pourrait pas faire pareil demain? Ça ouvre une boîte de Pandore assez terrifiante pour l'ordre mondial. Sauf que ce n'est pas du tout comme ça que Washington présente les choses. Ah non, pas du tout.
Eux, ils ne parlent ni de guerre, ni de coup d'État. Leur argumentaire est très, très différent. Complètement. Leur ligne de défense, c'est de dire « Attention, ceci n'est pas une guerre. C'est une opération de police internationale. De police. » Oui. Ils rappellent que Nicolás Maduro n'était pas, à leurs yeux, un chef d'État légitime, mais un criminel recherché par la justice américaine. Ah oui, il y avait ces inculpations. Exactement. Il faut se souvenir qu'il était formellement inculpé par le département de la justice pour narcotrafic à grande échelle, terrorisme, corruption. Des chefs d'accusation extrêmement graves. Donc, pour eux, ils n'ont fait qu'exécuter un mandat d'arrêt. C'est une justification qui a déjà servi, non? Ça me dit quelque chose. Absolument. Et c'est là que ça devient passionnant. Les experts sur le plateau ont tout de suite fait le parallèle avec le général Noriega. Au Panama. Au Panama en 1989. Le scénario est une copie quasi conforme. Noriega était aussi un ancien allié devenu ennemi, lui aussi accusé de trafic de drogue. C'est comme si Trump avait ressorti un vieux manuel de l'ère Reagan-Bush. Ça colle parfaitement avec son slogan « Make America Great Again ». C'est exactement ça. Un retour à l'époque où l'Amérique agissait sans complexe, dans ce qu'elle considère comme son arrière-cour. D'accord. Donc, l'argument légal, c'est plus un prétexte, une justification construite pour l'occasion. Ce qui nous amène à la vraie question. Quelles sont les motivations? Si ce n'est pas que pour la justice, quel est le véritable enjeu pour Washington? Il y a plusieurs couches. La première, la plus évidente, c'est le pétrole. Personne ne s'en cache. Les plus grandes réserves du monde au Venezuela? Exactement. Et les sources rappellent un fait historique clé. C'est l'industrie américaine des compagnies comme ExxonMobil, Chevron, qui a bâti l'industrie pétrolière vénézuélienne au XXe siècle, avant de se faire chasser par Hugo Chavez. Donc, pour ces compagnies, ce n'est pas une conquête, c'est une reconquête. C'est ça. Un des analystes a utilisé une image que j'ai trouvée très juste. C'est comme si le fleuve retournait dans son lit. Pour elle, c'est un retour à la normale. Et pour l'administration Trump, sécuriser cet approvisionnement à sa porte, c'est une victoire stratégique immense. Le pétrole, c'est l'évidence. Mais j'imagine que l'enjeu n'est pas que économique. Il doit y avoir une dimension géopolitique. Bien sûr. Et la cible principale derrière, c'est la Chine. Ah oui. Pékin est devenu le principal créancier du Venezuela et de beaucoup de pays de la région. Ils investissent massivement et construisent des ports. Pour Washington, c'est une intrusion. Cette opération, c'est aussi un message extrêmement brutal envoyé à la Chine. Ce continent est notre zone d'influence, pas la vôtre. C'est la doctrine Monroe version 2.0. Version très musclée, oui. Et ça s'inscrit dans une logique. Trump a déjà menacé le Mexique de frappe pour lutter contre les cartels. Il y a une vraie idée de réaffirmer la puissance américaine par la force. J'ai l'impression que le Venezuela n'est qu'une pièce dans un jeu beaucoup plus grand. Est-ce qu'on peut parler d'un effet domino qui serait espéré a posteriori? C'est peut-être ça le but ultime. Pensez-y, le Venezuela, c'est la bouée de sauvetage économique de Cuba et du Nicaragua. Deux autres régimes très affaiblis. Voilà. C'est le pétrole vénézuélien qui maintient leurs économies à flot. Si vous coupez cette perfusion, l'hypothèse à Washington, c'est que ces régimes pourraient s'effondrer d'eux-mêmes et réussir à faire tomber le régime cubain. Une obsession américaine depuis 60 ans. Ce serait une victoire historique qu'aucun président, de Kennedy à Obama, n'a jamais réussi à obtenir. Très net. D'abord, sans surprise, les alliés de Maduro, la Russie, Cuba. Ils crient à l'agression impérialiste, au terrorisme d'État. Moscou a exigé la libération immédiate du couple présidentiel. Et la réponse américaine à cette demande? J'imagine qu'elle a été diplomatique. Ah, exactement. La réponse a été le mépris total. Le secrétaire d'État Marco Rubio était interrogé là-dessus en direct. Il a souri et il a dit en substance que la Russie était bien trop embourbée en Ukraine pour donner des leçons pour réagir. C'est incroyable. Et il a conclu en lançant un joyeux Noël, Sergueï, à son homologue russe. Ce n'est plus de la diplomatie là. C'est de l'humiliation publique. Le message est d'une brutalité. La brutalité est le message. C'est une façon de dire « Regardez, voilà comment on mène une opération spéciale, propre et rapide. Pas comme vous. » C'est une démonstration de force à l'état pur. Et le troisième bloc, c'est nous, les Européens. Quelle a été notre position? Les Européens sont, comme souvent, très embarrassés. Officiellement, tout le monde condamne la violation du droit international. Mais comme le disait un analyste avec cynisme, en coulisses, personne ne va verser une larme sur le sort de Maduro. L'hypocrisie classique. C'est ça. On condamne la méthode sur la forme, mais on est plutôt satisfait du résultat sur le fond. Et pendant que les grandes puissances s'affrontent, la population vénézuélienne, comment est-ce qu'elle vit tout ça? C'est la situation la plus tragique, évidemment. D'un côté, il y a la peur des bombardements, du chaos. Mais de l'autre, il y a aussi un immense espoir. Un espoir de changement?
Il ne faut pas oublier la crise humanitaire catastrophique. Près de 8 millions de personnes, un quart de la population, ont fui le pays. Pour eux, cette intervention, aussi brutale soit-elle, c'est peut-être la fin d'un cauchemar. Ce qui nous amène à la grande question. Et maintenant, que va-t-il se passer? Quelles sont les options pour l'avenir du Venezuela? Les experts esquissaient principalement 2 scénarios. Le premier, c'est le scénario pessimiste, le « tout ça pour ça ». C'est-à-dire? L'opération est un coup d'éclat, Maduro est jugé aux États-Unis, mais le régime chaviste, sa structure, son armée, tout ça reste en place, avec un autre visage à sa tête, mais rien ne change vraiment pour la population. Et la deuxième option? C'est le scénario de l'espoir, mais il est beaucoup plus complexe. Les experts l'appellent la transition à l'espagnol, en référence à la sortie du franquisme. Ah oui. L'idée serait de négocier une sortie de crise avec une partie du régime. On offrirait une amnistie générale aux élites militaires, bureaucratiques, qui se sont enrichies en échange de leur soutien à une transition démocratique. Et cette transition, elle pourrait être menée par l'opposition ou qui? Exactement. Elle pourrait être incarnée par Edmundo González Urrutia, le candidat de l'opposition qui avait été élu mais forcé à l'exil. Il est vu comme une figure modérée, capable de rassurer un peu tout le monde. Mais une amnistie, comment on fait accepter ça à une population qui a subi des années de répression, qui compte des milliers de morts? C'est politiquement explosif. C'est tout le dilemme, hein. C'est le choix terrible entre la justice et la paix. Vouloir juger tous les coupables pourrait mener à une guerre civile. Acheter la paix en garantissant l'impunité à certains, c'est moralement très difficile, mais c'est parfois le seul chemin pragmatique. C'est un pari extrêmement risqué. Si on fait le bilan, on est donc face à une intervention américaine spectaculaire, illégale, mais justifiée par Washington comme une opération de police. Mais derrière, on voit bien les ambitions géopolitiques. Le pétrole, la rivalité avec la Chine, et ce rêve de redessiner la carte politique de l'Amérique latine. Tout à fait. Ce que cette crise illustre, c'est peut-être le passage d'un ordre mondial fondé sur des règles de droit à un ordre où c'est le rapport de force brute qui prime. La logique devient « je peux le faire, donc j'ai le droit de le faire ». Et ça rend les institutions internationales, qui ont été impuissantes, presque obsolètes. D'un côté, le respect de la souveraineté des États. De l'autre, l'échec de la communauté internationale à protéger une population contre son propre régime. Alors, imaginons que ce pari fou réussisse, que cette intervention débouche sur une démocratie stable au Venezuela. Est-ce que ça signifierait que la fin justifie les moyens? Et surtout, quel message ça envoie aux autres puissances qui seraient tentées de suivre ce mauvais exemple? Ce que vous venez de voir n'est pas seulement l'histoire d'une opération spectaculaire. C'est le symptôme d'un monde qui change brutalement de règles. À travers cette analyse, une chose devient claire. Nous ne vivons plus dans un monde que l'on peut comprendre avec des grilles de lecture simplistes. Droit international, géopolitique, économie, rapport de force, communication stratégique, tout s'entremêle. Et c'est précisément là que l'intelligence artificielle devient indispensable. Pas pour remplacer l'esprit critique, mais pour augmenter notre capacité à analyser, comparer, anticiper et comprendre des événements qui, autrement, nous dépasseraient. Cette opération pose une question fondamentale. Sommes-nous en train de basculer d'un ordre mondial fondé sur le droit vers un ordre fondé sur la puissance brute? Et si oui, qui décide désormais de ce qui est légal, moral ou acceptable? Sur Expertise AI, notre mission est simple mais exigeante. Utiliser l'IA pour éclairer le réel. Outiller les citoyens, chercheurs, juristes et leaders. Et refuser la passivité face aux récits imposés. Si ce contenu vous a fait réfléchir, douter, questionner, alors il a atteint son objectif. Abonnez-vous, activez la cloche, partagez cette vidéo autour de vous. Parce que dans un monde où l'information est une arme, la compréhension est une forme de pouvoir. Et ici, sur Expertise AI, on ne subit pas le monde. On apprend à le décoder.